vois rien. Bon, je vois rien, vous êtes... bonsoir, chers amis. C'est une grande joie d'être ce soir ici pour vous parler d'une passion qui me tient depuis de très nombreuses années. Et joie d'ailleurs d'autant plus grande que je me trouve ici devant vous par un double hasard. Je suis d'origine libanaise et j'ai quitté un pays en guerre. Je suis arrivé ici comme réfugié alors que la Suisse n'était pas du tout notre pays de destination. C'est une très longue histoire. Et puis hasard aussi parce que je viens vous parler de musique, d'une certaine musique absolument fascinante, vous allez voir. Alors que moi j'ai été avocat au barreau de Genève avant d'aller étudier à Paris, à la Sorbonne, la philosophie. Mais c'est vrai que depuis que j'ai quitté mon pays, je garde une certaine nostalgie de l'Orient, ça ne me quitte pas. Voilà. Et puis plus particulièrement une certaine nostalgie d'une esthétique orientale, et plus particulièrement d'une esthétique musicale, une certaine musique. Pas la musique populaire, pas la musique folklorique arabe, mais une musique dite classique ou musique savante, ou encore musique d'art, une musique qui, dans certaines périodes de son histoire, a eu des princes et des rois pour mécènes. Et alors, comme toute passion, on a envie de la partager avec les gens qu'on aime, et puis alors à chaque fois que je voulais en parler avec mes amis, ils ne comprenaient pas du tout. Vous allez voir, c'est très déroutant, ça semble pas être de la musique. Et il me disait, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, ça semble un savoir de niche comme ça, enfin, parce que je suis rentré dans la théorie de ces choses. Et puis il me disait, écoute plutôt Bach ou Mozart, c'est beau, ça c'est la perfection, quoi. Alors accrochez-vous, je vous fais écouter maintenant ce que je fais écouter à mes amis, en espérant que vous ne partiez pas en courant. Hein. Alors, le son est bon, faut que ça pète. Hein. Bon, alors, c'est quasiment mission impossible pour moi ce soir, mais je voudrais, à la fin, mon objectif, c'est de vous dire qu'il y a de bonnes raisons pour aimer cette musique. Moi, elle me passionne. Et bah, figurez-vous que, par exemple, le monsieur, là, avec la grosse moustache au milieu, c'est lui qui chante, était adulé au Caire, à la deuxième moitié du 19e siècle. Il était même surnommé le Caruso, Enrico Caruso de l'Orient. Hein, c'est le chanteur ténor italien, pardon, du sud de l'Italie. Caruso de l'Orient, enfin, c'est dire son importance. Aujourd'hui, il est quasiment oublié. Bon, et puis, alors je me suis dit que face à cette incompréhension que vous partagez certainement ce soir, je me suis dit pour bien en parler, je devais moi-même parfaitement bien la comprendre. Alors, j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé en Orient, au Caire, j'ai passé des mois mémorables, enfin, j'oublierai jamais, en train de m'exercer à cet instrument, la technique de cet instrument, le oud. Dans une vieille bâtisse du XVIIIe siècle, dans le vieux Caire, enfin c'était magnifique. Et puis Istanbul aussi, je suis allé rencontrer des musiciens, des grands maîtres de la musique ottomane et la musique soufie turque. Et puis Beyrouth, à l'université Antonine, où je suis allé parler avec des chercheurs qui travaillent à renouveler la théorie de cette musique. Et puis Damas, et puis Alep. Damas, j'oublierai jamais cet appel à la prière pendant que je méditais devant le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Hein, il est enterré à Damas. Enfin, c'est des voyages où j'ai voulu vraiment sur le terrain sentir comment on percevait cette musique. Et puis j'ai ouvert les livres aussi, je me suis plongé dans la littérature, et là je croyais avoir affaire en fait à un savoir de niche, hein, c'est ce que probablement vous pensez, un intérêt très particulier. En fait non, ça m'a ouvert des champs de savoir immenses et qui posent des questions vraiment cruciales. Déjà en histoire, quelles sont les civilisations qui ont porté cette musique? Comment elle s'est développée à travers les lieux et les âges? Ça c'est absolument fascinant. Et puis quelles sont les caractéristiques fondamentales en théorie dans cette musique qui la rendent si étrange à notre oreille ici? Et puis des questions, alors ça, pour moi qui ai étudié la philosophie, c'est ce qui me passionnait le plus, et plus particulièrement en sociologie, en anthropologie, comment va-t-on vers une culture qu'on considère comme tout à fait autre, si différente, si perturbante, que parfois elle nous effraie, on a envie d'y aller seulement avec nos concepts. Est-ce qu'on y va vraiment avec nos concepts, ou est-ce qu'on essaye de faire cet effort d'empathie et prendre un peu les représentations locales dans leur événement? Enfin, c'est des questions immenses hein, en philosophie. Et puis alors, dans mes lectures, eh bien, je suis tombé, c'est pas un de mes amis qui dit ça, mais c'est un très grand compositeur français, critique musical français, il est mort en 1869, essayez de deviner qui c'est, qui a pu dire « Les orientaux appellent musique ce que nous nommons charivari », donc c'est du n'importe quoi, du bruit, comme ce que je vous ai fait entendre. Et cette personne a probablement entendu une musique très similaire à celle que vous avez écoutée, et pour eux, l'horrible est le beau.
Alors, quelqu'un a deviné 1869. La symphonie fantastique, les Troyens. Bon, c'est Berlioz. Quelqu'un a dit dans la salle, quand même? On est 108 ans ce soir. Voilà, effectivement, c'est Berlioz. Alors, on fait quoi avec ce jugement? Alors, bon, moi qui suis passionné par cette musique, mais qui ai envie de comprendre, j'ai voulu le prendre au sérieux. Et puis, j'aimerais avec vous ce soir essayer de voir si, à travers l'histoire, comme j'ai dit, à travers la théorie de cette musique, à travers aussi des réflexions d'ordre sociologique, anthropologique, est-ce que ce jugement est fondé ou est-ce que c'est, comme il arrive même au génie, est-ce que ce jugement est plutôt hâtif ou peut-être même c'est une bêtise que ce Berlioz, notre ami Berlioz, raconte? Alors, voilà, déjà, peut-on parler, comme le fait Berlioz, des orientaux, hein, un terme qui met tous les orientaux dans le même panier. Et là, je disais histoire. Alors, très rapidement, l'histoire. Hein. Vous savez, les Arabes sont partis de là, hein, la Médine, la Mecque, la région ouest de l'Arabie Saoudite, qu'on appelle le Hijaz, et très très vite sont montés vers Damas. Et on sait déjà, hein, ça c'est attesté, que ces gens avaient un goût très marqué pour la poésie déclamée. On est dans une tradition orale. Qui dit poésie déclamée et orale, dit déjà une forme de musicalité. Paroles, langue arabe et musique sont intimement liées. Ils arrivent à Damas. Et là, qui est-ce qu'ils rencontrent? Eh bien, des gens comme moi, c'est-à-dire des chrétiens de culture grecque et qui chantent le chant byzantin. Encore aujourd'hui, dans notre culture, au Liban, on chante tantôt en grec sur des mélodies arabes, tantôt en arabe sur des mélodies grecques. Enfin, vous voyez que les choses sont mélangées. Et déjà, là, il y a de quoi remettre en cause ce vocable de orientaux, puisqu'il couvre une variété sur le terrain très diversifiée, bigarrée, multicolore, vous voyez. Et puis alors ensuite, le foyer de la civilisation 751, il se déplace vers l'Est. Et là, c'est la grande civilisation des Arabes, l'époque des Abbassides, qui a pour centre Bagdad. Bagdad qui est un jet de pierre de l'ancienne capitale des Perses, de l'ancienne capitale des Sassanides, des Perses. Ctésiphon, leur capitale, était vraiment très proche, 30 km au sud de Bagdad. Et puis là, ils rencontrent les Perses, justement, et les plus grands théoriciens de cette musique. De gros pavés nous sont restés de cette musique absolument fascinante. Ces auteurs sont de naissance perse, mais ils ont écrit, même s'ils ont écrit en arabe. Et puis je vous ai dit que je suis allé à l'université Antonine à Beyrouth, qui travaille un peu sur ces manuscrits, et ils ont essayé de reproduire sur la base d'un manuscrit très précis du XIIIe siècle à quoi pouvait ressembler cette musique à la cour. C'est d'un raffinement immense quand on s'y plonge, une cour à l'époque abbasside. À quoi pouvait ressembler cette musique? Écoutez. على صبكم يا حاكمين ترفقوا ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا على صبكم يا حاكمين ترفقوا ومن وصلكم. Vous verrez, les caractéristiques de cette musique principale sont plus ou moins restées les mêmes. On traversait le temps, je vais en parler plus tard. Et puis revenons un peu à l'histoire. Après Bagdad, fin XIIIe siècle, les civilisations s'éparpillent. Un de ces foyers est le Caire, mais aussi, en même temps, il y a les Turcs à Istanbul qui font de l'immense empire ottoman. Ce n'est pas les seuls foyers, hein, mais disons ceux d'importance. Et puis là, disons au XIXe siècle, renaissance des Arabes, c'était le Caire le centre de cette renaissance. Beaucoup d'échanges, encore une fois. Il n'y a pas de limite homogène, il n'y a pas de frontières homogènes dans ce monde de la musique. Et bien beaucoup d'échanges entre le Caire, des musiciens du Caire qui se rendaient à la Sublime Porte et puis ramenaient dans leur bagage des compositions ottomanes. Enfin, vous voyez toutes ces influences, hein, vous voyez encore. Donc, pour répondre à la question, il a tort, notre ami Berlioz, de parler des orientaux parce que la réalité est beaucoup plus complexe. Et puis alors, notre ami Berlioz traite cette musique de charivari, ça n'a pas de sens, comme très probablement, et ça me ferait plaisir que vous le pensiez aussi, parce que j'aimerais vous faire aussi changer d'avis, en essayant de comprendre à travers les caractéristiques de cette histoire, de cette musique, caractéristiques fondamentales, pourquoi ça sonne si bizarre à nos oreilles. Alors il y en a deux des caractéristiques. D'abord, ça tient à une note qui n'existe pas. Sur le piano d'un compositeur comme Berlioz, le piano c'est l'instrument de référence, eh bien il y a des notes que dans la musique arabe, on ne trouve pas sur les touches noires et blanches d'un piano, d'un compositeur comme Berlioz. Eh bien, je vais vous jouer cette note, et j'espère que je la jouerai assez bien pour qu'elle sonne faux à vos oreilles, mais qu'elle sonne parfaitement juste aux oreilles d'un Libanais ou d'un Syrien qui serait dans la salle. Alors, il y a principalement deux grandes couleurs dans la musique classique européenne. Une couleur joyeuse, et puis qu'on dit mi majeur, et puis une triste qu'on dit mineur.
Ça tient surtout à la troisième note de la gamme. Alors, tout le monde est familier de ces deux gammes. Ça, c'est joyeux. La troisième note est celle-ci. Elle est joyeuse. Triste, c'est plutôt comme ça. Cette troisième note est mineure, dite mineure. Jusque-là, c'est clair. Eh bien, nos amis les Arabes, ils ont une note, cette troisième note, qui n'est ni majeure, ni mineure. Elle est dite neutre, et elle ressemble à ceci. Est-ce que vous sentez la différence? Ça, c'est majeur. Ça, c'est mineur. Et ça, c'est neutre. Cette note n'existe évidemment pas sur le clavier de piano d'un Berlioz, alors qu'elle est prépondérante dans cette musique. Quand elle est absente, ça ne va pas, on n'aime pas ça. Moi, ça ne me fait pas vibrer quand elle n'apparaît pas dans un morceau. Déjà là, ça, Berlioz peut-être ne l'a pas compris. Cette histoire de notes, elle remonte au moins au 8e siècle. Hein. Et puis alors, il y a une autre caractéristique qu'on appelle l'hétérophonie. Pour le comprendre, c'est très simple. Dans un orchestre classique européen, vous avez des groupes d'instruments, disons. Et puis chaque groupe d'instruments, les violons ont leur partition, je sais pas, les flûtes ont leur partition, et puis les violoncelles ont leur partition. Chacune différente, hein, c'est des partitions différentes. Et puis jouées ensemble, elles s'accumulent dans nos oreilles pour former ce qu'on appelle des accords ou des harmonies. Un peu comme quand on gratte sur une guitare, toutes les cordes en même temps, ça fait un accord. Ou quand vous pressez de vos doigts le clavier d'un piano ensemble, ça fait des accords ou des harmonies. Ça n'existe pas dans cette musique, non. Tout le monde a exactement la même partition. On joue une seule mélodie, il n'y a pas de notes qui se superposent, tout le monde joue exactement la même mélodie, mais là, attention, on ne la joue pas banalement comme ça, tous à l'unisson, non. Chaque instrumentiste, il met du sien. Et selon ses propres goûts et les possibilités de son instrument. Il met des fioritures, des ornementations. Et alors là, je vous ai choisi un exemple extrême où c'est une même mélodie. Moi, je la reconnais parce que c'est un morceau fameux. Mais vous allez voir, il y a tellement de fioritures. Chaque instrumentiste, il met tellement du sien qu'on on l'aperçoit à peine, cette mélodie. Alors écoutez. Ça, c'est génial. Enfin, faut que ça fonctionne comme ça, sinon on s'ennuie. Parce que l'oreille, elle s'attarde à telle fioriture du violon, telle fioriture du oud. Enfin, c'est juste génial. Bon, mais finalement, chers amis, ça va, c'est du charivari? Non, ça va, vous comprenez. Et puis, la dernière, c'est avec ça que je veux terminer, c'est cette réflexion, je vous ai dit, hein, d'ordre sociologique, anthropologique. Je crois que ce jugement de Berlioz est symptomatique d'un certain discours qui a une très longue histoire, et qui a fait l'objet d'un livre devenu un grand classique dans les facultés de sociologie et d'anthropologie, L'orientalisme d'Edouard Saïd, le palestinien, professeur de littérature comparée. Et il montre combien l'histoire de ce discours, à travers les âges, surtout au XIXe siècle, il était avant tout le discours des deux superpuissances de l'époque, les Anglais et les Français, un discours porté sur une certaine région du monde, qu'on appelle l'Orient, beaucoup trop grande, un discours trop globalisant, essentialisant, figeant les gens. Les Arabes sont, l'Orient c'est, alors que j'ai essayé ce soir de vous montrer que les choses vues de l'intérieur, lorsqu'on fait l'effort d'aller sur le terrain, un vrai anthropologue, il va passer 10 ans sur le terrain, c'est comme ça qu'il fait son bon boulot, c'est pas de l'extérieur qu'il vient. Mais le problème avec ce discours, c'est qu'il vient de l'extérieur en se prenant lui-même pour modèle. C'est comme si Berlioz venait nous expliquer aux Orientaux ce que cette musique peut être, sur son piano. Or, elle est injouable, on ne peut pas la jouer sur un piano, vous voyez. Et il disait, je comprends, hein, le jugement de Berlioz, parce que n'étant pas jouable, lui n'ayant que comme unique référence son piano, eh bien, il ne pouvait que juger cette musique comme étant du bruit, et que les Orientaux aiment l'horrible, alors que pour moi, ça me donne beaucoup d'émotion. Et puis alors, j'ai rajouté un slide il y a 2 jours, parce que je relisais la correspondance de Flaubert, absolument fascinante, qui lui aussi est tombé dans le biais de l'orientalisme. Mais il a cette phrase, il dit à un de ses amis, en passant en plus, ça c'est le génie de ce bonhomme, pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder assez longtemps. Alors moi j'espère ce soir vous avoir au moins donné le goût de ce regard durable, hein, de ce regard tenace, qui rend les choses si intéressantes. Voilà, j'aimerais terminer maintenant en vous jouant une improvisation
dans un maqam, un mode, le mode Hijaz.